messieurs, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour Sport Week-end. Aujourd'hui, un menu 5 étoiles en guise de mise en bouche du football avec les tops et les flops de notre expert Mickaël Madar en plat principal de la Formule 1. Le dossier de la semaine, c'est du basket avec Salah Mejri, joueur du Real Madrid qui a refusé de serrer la main aux joueurs du Maccabi Tel Aviv. Enfin, le meilleur, c'est pour la fin. Le dessert, ce sont nos consultants. Ils sont là, en direct et en plateau pour vous, avec leur plus beau sourire. Sarah Koskevic, Elinor Lalo et Julien Baloul. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir. On commence tout de suite par le football. Et nous rejoignons par Skype notre spécialiste Mickaël Madar. Mickaël, bienvenue. Bonsoir. Alors, c'est l'heure des tops et des flops de la semaine. Les équipes qui sont encore en lice pour la Ligue des Champions font partie de votre sélection. On commence par les bonnes nouvelles. Le PSG s'impose sur le terrain de Nice. Une victoire courte, 1-0, mais une victoire quand même, qui permet aux Parisiens d'être quasiment assurés du titre de champion de France. Oui, Valérie, une victoire, on va dire normale. Pas un grand match de la part des Parisiens. Mais bon, pour en vue du quart de finale de Champions League contre Chelsea, c'est de bon augure. Maintenant, Paris a 13 points d'avance sur Monaco. Je crois que le titre est joué et ça sera pour Paris la deuxième année consécutive qu'ils seront champions. Alors, direction la Liga avec l'Atlético Madrid qui tient tête au Barça et au Real et continue de mener la danse. Il bat l'Athletic Bilbao et reste en tête du championnat. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une belle victoire à l'extérieur, à Bilbao. C'était pas évident pour Atlético de Bilbao, surtout que le Barça et le Real Madrid s'est quand même cassé les dents là-bas. Maintenant, je ne pensais pas que l'Atlético de Bilbao, je vous l'avais dit il y a quelques temps, qu'ils allaient tenir cette cadence, qui est quand même infernale, entre le Barça et le Real Madrid. Mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas trop. Ils ont quand même un très bon collectif, ils ont un état d'esprit irréprochable et surtout un très bon entraîneur. Liverpool, de son côté, qui s'impose contre Tottenham et qui prend seul la tête de la Première Ligue. C'est Brendan Rodgers qui doit être content, Mickaël. Oui, un bon match, un carton même contre Tottenham, 4-0, avec un retour en forme de Steven Gerrard et un Suarez encore buteur. Je pense maintenant ils sont premiers. J'espère pour eux que ça sera synonyme de titre de champion de France, même si je vois toujours le Manchester City être champion de France, excusez-moi, champion d'Angleterre, même si je vois encore Manchester City champion d'Angleterre. Alors pour les flops à présent, surprise justement d'Angleterre, Chelsea est défait par Crystal Palace, 1-0, et perd par la même occasion la tête du championnat. Oui, Chelsea qui, contrairement au Paris Saint-Germain, n'a pas trop assuré en championnat. Une défaite assez malvenue. Un Chelsea décevant en attendant le match du Paris Saint-Germain. Je pense que au niveau comptable, c'est quand même pas le bon moment de perdre. Et en même temps, je pense que moralement, ils ont pris un coup pour la suite de la fin de saison. Alors maintenant, on va parler du Bayern de Munich, Mickaël, qui se relâche 4 jours après son titre et fait match nul 3 partout contre Hoffenheim, alors qu'il menait 3-1. C'est bizarre quand même. Oui, mais hélas, je pense que c'est des moments de déconcentration qui arrivent partout, dans n'importe quelle équipe. Maintenant, c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils avaient à cœur de fêter le titre avec leur public à Munich. Ce n'est que partie remise, j'espère. Et Monaco, enfin, qui abandonne tout espoir de titre en France après sa défaite contre Evian Thonon Gaillard, 1-0. Oui, une défaite assez surprenante à Evian. Maintenant, Monaco est à 13 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Le titre, c'est quasiment cuit, même si c'est fini pour eux. Mais bon, en même temps, je ne suis pas trop surpris parce qu'ils avaient pas vraiment l'effectif pour pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain cette année. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain cette année, ça c'est sûr. Merci Mickaël. Evian, qui est une équipe quand même qui est pour le moins surprenante à la lutte pour le maintien depuis le début de la saison. Elle est souvent capable du pire, mais aussi du meilleur. Les Hauts-Savoyards sont pour l'instant les seuls à avoir fait chuter le Paris Saint-Germain 2-0 cette saison en championnat. C'était le 4 décembre dernier. Rappelez-vous, 4 mois plus tard, ils font tomber Monaco 1-0. Les supporters qui s'interrogent, Julien Baloul. Et ça dépend desquels. Les supporters de Evian sont hystériques, disons clairement. Il y a de quoi ? Voilà, les supporters de Monaco peuvent s'interroger. Un peu moins, je ne sais pas pourquoi, bizarrement. En tout cas, j'ai sélectionné quelques tweets qui résument cette affaire en quelques actes. On va commencer tout d'abord avec ce tweet qui reprend la une d'un journal très très local. C'est le Dauphiné Libéré, édition Annecy-Rumi. C'est pour vous dire à quel point c'est une édition locale. En tous les cas, vous l'avez trouvé. Et je l'ai trouvé, comme quoi, c'est Twitter, on trouve de tout. Et qui titrait dès samedi, et si Monaco tombait comme le PSG samedi matin, donc ils ont imaginé, j'imagine, ce titre vendredi.
Ils imaginaient déjà une éventuelle défaite de Monaco face à Evian. Il y a aussi le départ de Jean-Claude Quillet qui est cité. On aurait pu en parler, mais ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Exactement. Le deuxième tweet qui rappelle, évidemment, c'est une supporter du PSG qui parle, qui rappelle que Monaco avait beaucoup rigolé contre le PSG lorsque PSG avait perdu contre Evian et qui dit voilà, qu'il ira bien, qu'il ira le dernier. Et cette dernière photo, qui est une photo un peu fictive pour le moment, mais qui, d'après ce que vient de dire Mickaël, ça va s'avérer vrai dans pas longtemps, véridique dans peu de temps, puisque la victoire pour le Paris Saint-Germain s'annonce comme inéluctable avec 13 points d'avance, 76 contre 63 pour Monaco. Pour Merci Paris beaucoup, face à Monaco, pardon. Julien, tout de suite, on passe à la Formule 1. Avec le Britannique Lewis Hamilton en Mercedes qui a remporté le Grand Prix de Malaisie de Formule 1, deuxième manche de la saison 2014 sur le circuit de Sepang devant son coéquipier Nico Rosberg et le champion du monde en titre Sébastien Vettel en Red Bull. C'est la deuxième victoire de Mercedes en 2 courses cette saison puisque Rosberg avait gagné en Australie il y a 15 jours. Le récit tout de suite de Jonathan Selem. L'ambiance était forcément particulière ce matin avant le Grand Prix de Formule 1, 3 semaines après la disparition du vol de la Malaysian Airlines. Et la minute de silence de circonstance n'aura pas apaisé les envies de victoire des coureurs. Deuxième pole position consécutive pour Hamilton en 2 Grands Prix cette saison. Vettel de retour aux affaires, Ferrari dans la danse, Lotus et Grosjean toujours à la peine. Le circuit de 5,5 km et dont il faudra faire 56 tours promettait beaucoup. Après 4 tours, les positions commencent enfin à s'éclaircir en tête de la course. Lewis Hamilton sur Mercedes s'envole avec 4 secondes d'avance sur son coéquipier Nico Rosberg. Derrière, Daniel Ricciardo sur Red Bull n'a pas pu résister devant laisser sa 3e place à Sébastien Vettel. Fernando Alonso sur Ferrari complète le top 5. De leur côté, les Français sont en difficulté. Jules Bianchi et Jean-Éric Vergne se sont percutés au départ. Le premier victime d'une crevaison et devra abandonner après 30 minutes de course. Le second voit son aileron avant être abîmé et arrêtera la course après 40 minutes. Parti 15e, Romain Grosjean aura une course difficile mais grâce à plusieurs abandons et à un pilotage extrêmement bien mené, il remontera à la 11e place. Le moment le plus intéressant de cette course a lieu à 3 tours de la fin lors d'un one-to-one exceptionnel entre Hülkenberg et Alonso pour la 4e place. Un duel savoureux mais intense remporté par la Ferrari. Au final, après une course magnifique, Lewis Hamilton est sacré vainqueur du Grand Prix. Auteur d'un week-end presque parfait en Malaisie, le pilote britannique de Mercedes signe le 23e succès de sa carrière. Malgré son abandon en Australie, il confirme sa superbe forme et celle de sa monoplace en ce début de saison. Incroyable, incroyable. Après un week-end si difficile et un hiver si long, nous avons une grande foule ici aujourd'hui. Je me sens tellement reconnaissant envers Petronas qui nous a permis avec Mercedes de remporter une telle victoire. Surtout après une telle tragédie, celle d'il y a 3 semaines. Je dédie ma victoire à ces personnes et à leurs familles. Son coéquipier Nico Rosberg prend la 2e place sur le circuit de Sepang, confirmant la domination sans faille des Mercedes. Sébastien Vettel prend la 3e place, Fernando Alonso termine 4e, Nico Hülkenberg 5e et Jenson Button 6e. Au classement général, Nico Rosberg est pour l'instant en tête, suivi de près par Hamilton et Alonso. Prochaine étape à Bahreïn dès la semaine prochaine. En Tunisie, tout contact avéré avec Israël peut coûter cher. Certains sportifs s'inscrivent plutôt dans la ligne du boycott. Il y a eu déjà la polémique qui était née du forfait sur ordre de la Fédération tunisienne de tennis de Malek Jaziri contre un adversaire israélien. Rappelez-vous, c'était en octobre 2013. Avant lui, l'escrimeuse Sarah Abesbes avait refusé en 2011 de croiser le fer avec une Israélienne. Aujourd'hui, une autre affaire, le basketteur tunisien Salah Mejri, professionnel du prestigieux club du Maccabi Tel Aviv, du Real Madrid, a refusé de serrer la main à tous les joueurs du Maccabi Tel Aviv. Alors, Elinor Lalo, qu'en est-il exactement ? C'est un match de basket dont on risque de se souvenir et pas uniquement pour des raisons sportives. Vous venez de le dire, Salah Mejri a tout simplement refusé de serrer la main à tous les joueurs du Maccabi Tel Aviv. Il est d'origine, il est tunisien. Alors la Tunisie. Il joue au Real Madrid. Mais il est tunisien et la Tunisie fait partie de la Ligue arabe qui justement, figurez-vous, la veille de ce match, a déclaré dans un sommet au Koweït que c'est officiel, ils ne reconnaîtront jamais l'existence d'Israël en tant qu'État juif.
Alors justement, à ce sujet, ce sportif Salah Mejri a une opinion très précise, puisque dans une interview avec un journaliste israélien, il a dit cette phrase « Je sais que vous croyez qu'Israël est votre pays, et je respecte votre religion, mais je pense qu'Israël est l'État de Palestine. » Donc c'est plutôt explicite et sans équivoque. Alors, il a envisagé de ne pas participer à ce match, de ne pas y aller. Son entraîneur lui a dit d'arrêter de mélanger le sport et la politique. Du coup, il y a été, vous venez de le dire, il joue sous le maillot du Real Madrid, donc une équipe espagnole européenne qui, elle, reconnaît Israël. D'accord. Alors, le dernier cas en date, c'était qui ? C'était l'Égyptien, le footballeur Mohamed Salah, qui lui, alors il était un petit peu moins cash, il a fait mine de devoir se lasser les chaussures au moment où il devait serrer la main des joueurs israéliens. C'était lors d'un match de qualification pour la Ligue des Champions, Bâle face à Maccabi. Mais alors, dans le cas de Salah Mejri, lui, il a clairement reçu des pressions populaires. Alors justement, on va voir ça tout de suite. Pourtant, justement, ce joueur avait déclaré sur une radio tunisienne qu'il était professionnel et qu'il n'était pas question de boycotter aucune équipe quelconque. À votre avis, Julien Baloul, que s'est-il passé ? Mais c'est vrai que ce côté « je suis un professionnel », ça avait été sa fierté, ça avait été aussi la fierté de nombreux internautes, parce que Valérie, lorsqu'on m'avait demandé de faire des recherches sur ce joueur, donc je suis rentré sur Twitter, et les premiers tweets que j'ai trouvés étaient des tweets très positifs. Regardez, c'était le 10 février, deux tweets qui félicitent le joueur pour son professionnalisme. « Je suis prêt à jouer en Israël, voilà un pro, il assume ». Un autre, dans le même ton, « Bravo, c'est là, c'est ce qu'on appelle du professionnalisme », parce qu'en effet, il avait annoncé sur un média tunisien, comme l'a dit Elinor, qu'il allait jouer en Israël parce que c'est un professionnel avant tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des pressions que Absolument, mais il faut quand même prévenir que déjà à l'époque, il avait dit être professionnel, ça veut aussi dire jouer contre une équipe qui occupe la Palestine. Donc il avait clairement dit ses opinions politiques dès le début. Il ne faut pas inventer que depuis les contretemps, il a changé d'opinion. Le tweet suivant est en anglais, il date du mois de mars et montre ce qui s'est passé. Il a reçu beaucoup de pression sur les réseaux sociaux et pression au populaire est en anglais. Il voit, ça c'est le dernier tweet qu'on va voir juste après, donc je vais passer directement à celui-ci puisqu'on le voit à l'écran, un tweet en hébreu qui explique que le joueur refuse de reconnaître l'existence d'Israël comme Israël et non comme Palestine. Et il explique à la fin, à Souli Kherem, on m'a boycotté, on m'a fait la vie dure. Ça a été très dur pour ce joueur et ça explique peut-être son comportement qui dit dans un premier temps je suis un professionnel et dans un deuxième temps fait des déclarations politiques. Il faut aussi se mettre dans le contexte d'un joueur qui a une pression populaire sur ses épaules. Merci beaucoup Julien. On continue tout de suite avec le basket, mais on part de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes à 3 semaines des playoffs de NBA. Nous avons passé les derniers mois à spéculer, mais si les playoffs commençaient aujourd'hui, que se passerait-il, Sarah Koskevic ? Bonsoir. Il reste une petite dizaine de matchs à jouer avant la fin de la saison, mais on commence à avoir une idée assez claire de ce qui se passera en post-saison. À l'Est, aucun suspense entre nous. Je l'ai dit sur ce plateau tout au long de la saison. On aura certainement le Heat de Miami et l'incontournable LeBron James face aux Indiana Pacers qui ont fait une saison remarquable. En revanche, à l'Ouest, là, il y a du suspense. Là, on va pouvoir s'amuser parce qu'en réalité, le classement est tellement serré que tout est possible en réalité. Voilà, tout est possible. Ça peut être aussi bien le Golden State que Portland, que San Antonio. Tout le monde peut gagner. Donc voilà, donc on a commencé, nous, de notre côté, sur Sport Weekend, à faire ce qu'on appelle des paris, des paris, des spéculations Vous n'avez virtuelles. jamais voulu nous faire ça jusqu'à présent, mais ça y est, cette fois-ci, vous vous lâchez. Ah mais écoutez, je me lâche. Écoutez, les playoffs commencent le 19 avril. Je pense que j'ai une petite marge de manœuvre, mais en tout cas, on passera du temps sur ce plateau à faire effectivement des poules virtuelles pour voir qui combattra contre qui jouera contre qui, et voir comment les playoffs se passent. Vous avez raison, ce sont des vrais combats de boxe en fin de saison. Allez, dans les autres informations sportives qu'il ne fallait pas rater en tennis, Serena Williams gagne le Master de Miami organisé à Key Biscayne. C'est son 7e titre en Floride. Elle s'impose en finale face à Lina, 7-5, 6-1, rencontre de choix, puisqu'elle opposait le numéro 1 à la numéro 2 mondiale, Serena, qui s'offre ainsi son 59e titre, décidément l'une des plus grandes tenniswomen de tous les temps. Coupe du Monde à présent, un nouvel ouvrier est mort à Brasilia à la suite d'une chute sur le chantier du stade de Sao Paulo où 2 travailleurs avaient déjà trouvé la mort en novembre dernier. L'ouvrier est tombé de la structure des tribunes provisoires. Il a fait une chute de 8 mètres et est décédé après son transfert à l'hôpital. Et puis enfin, on pousse un ouf de soulagement pour les Sixers de Philadelphie après une série de 26 défaites consécutives en NBA, où ils avaient égalisé le record des plus grands nombres de défaites consécutives. Eh bien, les Sixers ont enfin remporté un match. C'était face à Detroit Pistons et ils s'imposent 113-98. Alors Sarah, on pousse un ouf de soulagement pour eux ? Ouais, écoutez, on pousse un ouf de soulagement. D'un autre côté,
ils avaient un bilan de 57 défaites tout du long de la saison. C'est le deuxième pire bilan de la Ligue. C'est dramatique quand même. Je sais pas si on pousse un ouf de soulagement. 26 défaites consécutives, c'est énorme. 57 durant toute la saison, c'est dramatique effectivement. C'est pas un ouf de soulagement, mais quand même un record pas très glorieux. Voilà, on n'en serait pas à leur donner une médaille non plus. Parce eux, ils n'iront pas en play-off, c'est sûr. Alors, je sais pas où ils vont aller, mais pas bien loin en tout cas. Il y a que Milwaukee qui eux ont 59 défaites durant la saison. C'est pas très bien. C'est pas énorme. Je sais pas trop quoi vous dire pour Merci beaucoup Sarah Koskevic, merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour évidemment un autre résultat sportif. En attendant, reste avec nous car l'info continue sur i24 News. Merci d'avoir choisi notre chaîne.